Monsieur de Lamartine chez Lady Esther Stanhope. Lady Esther Stanhope, nièce de Monsieur Pitt, après la mort de son oncle, quitta l'Angleterre et parcourut l'Europe. Jeune, belle et riche, elle fut accueillie partout avec l'empressement et l'intérêt que son rang, sa fortune, son esprit et sa beauté devaient lui attirer. Mais elle se refusa constamment à unir son sort au sort de ses plus dignes admirateurs. Et après quelques années passées dans les principales capitales de l'Europe, elle s'embarqua avec une suite nombreuse pour Constantinople. On n'a jamais su le motif de cette expatriation. Les uns l'ont attribué à la mort d'un jeune général anglais, tué à cette époque en Espagne, et que d'éternels regrets devaient conserver à jamais présent dans le cœur de Lady Esther. Les autres à un simple goût d'aventure que le caractère entreprenant et courageux de cette jeune personne pouvait faire présumer en elle. Quoi qu'il en soit, elle partit. Elle passa quelques années à Constantinople et s'embarqua enfin pour la Syrie sur un bâtiment anglais qui portait aussi la plus grande partie de ses trésors et des valeurs immenses en bijoux et en présents de toute espèce. La tempête assaillit le navire dans le golfe de Makri, sur la côte de Karamani, en face de l'île de Rhodes. Il échoua sur un écueil à quelques milles du rivage. Le vaisseau fut en peu d'instants brisé, et les trésors de Lady Stanhope furent engloutis dans les flots. Elle-même échappa avec peine à la mort, et fut portée sur un débris de bâtiment à une petite île déserte où elle passa 24 heures sans aliments et sans secours. Enfin, des pêcheurs de Marmorisa, qui cherchaient les débris du naufrage, la découvrirent et la conduisirent à Rhodes, où elle se fit reconnaître du consul anglais. Ce déplorable événement n'attiédit pas sa résolution. Elle se rendit à Malte, de là en Angleterre. Elle rassembla les débris de sa fortune. Elle vendit à fonds perdu une partie de ses domaines. Elle chargea un second navire de richesses et de présents pour les contrées qu'elle devait parcourir, et elle mit à la voile. Le voyage fut heureux, et elle débarqua à Lataké, l'ancienne Laodicée, sur la côte de Syrie, entre Tripoli et Alexandrette. Elle s'établit dans les environs, apprit l'arabe, s'entoura de toutes les personnes qui pouvaient lui faciliter des rapports avec les différentes populations arabes, druzes, maronites du pays, et se prépara, comme je le faisais alors moi-même, à des voyages de découverte dans les parties les moins accessibles de l'Arabie, de la Mésopotamie et du désert. Quand elle fut bien familiarisée avec la langue, le costume, les mœurs et les usages du pays, elle organisa une nombreuse caravane chargée des chameaux de riches présents pour les Arabes et parcourut toutes les parties de la Syrie. Elle séjourna à Jérusalem, à Damas, à Alep, à Koms, à Baalbek et à Palmyre. Ce fut dans cette dernière station que les nombreuses tribus d'Arabes errants qui lui avaient facilité l'accès de ces ruines, réunies autour de sa tente au nombre de 40 ou 50 000, et charmées de sa beauté, de sa grâce et de sa magnificence, la proclamèrent reine de Palmyre et lui délivrèrent des firmans par lesquels il était convenu que tout Européen protégé par elle pourrait venir en toute sûreté visiter le désert et les ruines de Baalbek et de Palmyre, pourvu qu'il s'engageât à payer un tribut de 1000 piastres. Ce traité existe encore et serait fidèlement exécuté par les Arabes si on leur donnait des preuves positives de la protection de Lady Stanhope. À son retour de Palmyre, elle faillit cependant être enlevée par une tribu nombreuse d'autres Arabes, ennemis de ceux de Palmyre. Elle fut avertie à temps par un des siens et dut son salut et celui de sa caravane à une marche forcée de nuit et à la vitesse de ses chevaux, qui franchirent un espace incroyable dans le désert en 24 heures. Elle revint à Damas, où elle résida quelques mois, sous la protection du pacha turc à qui la porte l'avait vivement recommandée. Après une vie errante dans toutes les contrées de l'Orient, Lady Esther Stanhope se fixa enfin dans une solitude presque inaccessible, sur une des montagnes du Liban, voisine de Saïd, l'antique Sidon. Le pacha de Saint-Jean d'Acre, Abdallah Pache, qui avait pour elle un grand respect et un dévouement absolu,
lui concéda les restes d'un couvent et le village de Dgioun, peuplé par des Druzes. Elle y bâtit plusieurs maisons entourées d'un mur d'enceinte, semblables à nos fortifications du Moyen Âge. Elle y créa artificiellement un jardin charmant à la mode des Turcs, jardin de fleurs et de fruits, berceau de vignes, kiosque enrichi de sculptures et de peintures arabesques, eau courante dans des rigoles de marbre, jet d'eau au milieu des pavés des kiosques, voûtes d'orangers, de figuiers et de citronniers. Là, Lady Stanhope vécut plusieurs années dans un luxe tout à fait oriental, entourée d'un grand nombre de droguements européens ou arabes, d'une suite nombreuse de femmes, d'esclaves noirs, et dans des rapports d'amitié et même de politique soutenue avec la Porte, avec Abdallah Pacha, avec l'émir Béchir, souverain du Liban, et surtout avec des cheikhs arabes des déserts de Syrie et de Bagdad. Bientôt, sa fortune, considérable encore, diminua par le dérangement de ses affaires qui souffraient de son absence, et elle se trouva réduite à 30 ou 40 000 francs de rente, qui suffisent encore dans ce pays-là, au train où Lady Stanhope est obligée de conserver. Cependant, les personnes qui l'avaient accompagnée d'Europe moururent ou s'éloignèrent. L'amitié des Arabes, qu'il faut entretenir sans cesse par des présents et des prestiges, s'attiédit. Les rapports devinrent moins fréquents, et Lady Esther tomba dans le complet isolement où je la trouvais moi-même. Mais c'est là que la trempe héroïque de son caractère montra toute l'énergie, toute la constance de résolution de son âme. Elle ne songea pas à revenir sur ses pas. Elle ne donna pas un regret au monde et au passé. Elle ne fléchit pas sous l'abandon, sous l'infortune, sous la perspective de la vieillesse et de l'oubli des vivants. Elle demeura seule où elle est encore, sans livres, sans journaux, sans lettres d'Europe, sans amis, sans serviteurs même attachés à sa personne, entourée seulement de quelques négresses et de quelques enfants esclaves noirs, et d'un certain nombre de paysans arabes pour soigner son jardin, ses chevaux, et veiller à sa sûreté personnelle. On croit généralement dans le pays, et mes rapports avec elle me font de moi-même à croire qu'elle trouve la force surnaturelle de son âme et de sa résolution, non seulement dans son caractère, mais encore dans des idées religieuses exaltées, où l'illuminisme d'Europe se trouve confondu avec quelques croyances orientales, et surtout avec les merveilles de l'astrologie. Quoi qu'il en soit, Lady Stanhope est un grand nom en Orient, et un grand étonnement pour l'Europe. Me trouvant si près d'elle, je désirais la voir. Sa pensée de solitude et de méditation avait tant de sympathie apparente avec mes propres pensées que j'étais bien aise de vérifier en quoi nous nous touchions peut-être. Mais rien n'est plus difficile pour un Européen que d'être admis auprès d'elle. Elle se refuse à toute communication avec les voyageurs anglais, avec les femmes, avec les membres même de sa famille. Je n'avais donc que peu d'espoir de lui être présenté, et je n'avais aucune lettre d'introduction. Sachant néanmoins qu'elle conservait quelques rapports éloignés avec les Arabes de la Palestine et de la Mésopotamie, et qu'une recommandation de sa main auprès de ces tribus pourrait m'être d'une extrême utilité pour mes courses futures, je pris le parti de lui envoyer un Arabe porteur de 7 lettres. Je n'attendis pas longtemps la réponse. Le 30, à 3 heures de l'après-midi, l'écuyer de Lady Stanhope, qui est en même temps son médecin, arriva chez moi avec l'ordre de m'accompagner à Dgioun, résidence de cette femme extraordinaire. Nous partîmes à 4 heures. J'étais accompagné du docteur Leonardi, de M. Perceval, d'un domestique et d'un guide. Nous étions tous à cheval. Je traversai, à une demi-heure de Beyrouth, un bois de sapins magnifiques, planté originairement par l'émir Fakardine sur un promontoire élevé, dont la vue s'étend à droite sur la mer orageuse de Syrie et à gauche sur la magnifique vallée du Liban, un point de vue admirable où les richesses de la végétation de l'Occident, la vigne, le figuier, le mûrier, le peuplier pyramidal, s'unissent à quelques colonnes élevées de palmiers de l'Orient, dont le vent jetait comme un panache les larges feuilles sur le fond bleu du firmament. À quelques pas de là, on entre dans une espèce de désert de sable rouge, accumulé en vagues énormes et mobiles comme celles de l'océan. C'était une soirée de forte brise, et le vent les sillonnait, les ridait, les cannelait, comme il ride et fait frémir les ondes de la mer. Ce spectacle était nouveau et triste, comme une apparition du vrai et vaste désert que je devais bientôt parcourir.
Nulle trace d'hommes ou d'animaux ne subsistait sur cette arène ondoyante. Nous n'étions guidés que par le mugissement des flots d'un côté et par les cimes transparentes des sommets du Liban de l'autre. Nous retrouvâmes bientôt une espèce de chemin ou de sentier semé d'énormes blocs de pierres angulaires. Ce chemin, qui suit la mer jusqu'en Égypte, nous conduisit jusqu'à une maison ruinée, débris d'une vieille tour fortifiée, où nous passâmes les heures sombres de la nuit, couchés sur une natte de jonc et enveloppés dans nos manteaux. Dès que la lune fut levée, nous remontâmes à cheval. À 7 heures du matin, par un soleil déjà dévorant, nous quittions Saïd, l'antique Sidon, qui s'avance sur les flots comme un glorieux souvenir d'une domination passée, et nous gravissions des collines crayeuses, nues, déchirées, qui, s'élevant insensiblement d'étage en étage, nous menaient à la solitude que nous cherchions vainement des yeux. Chaque mamelon gravi nous en découvrit un plus élevé qu'il fallait tourner ou gravir encore. Les montagnes s'enchaînaient aux montagnes, comme les anneaux d'une chaîne pressée, ne laissant entre elles que des ravins profonds sans eau, blanchis, semés de quartiers de roches grisâtres. Ces montagnes sont complètement dépouillées de végétation et de terre. Ce sont des squelettes de collines que les eaux et les vents ont rongés depuis des siècles. Ce n'était pas là que je m'attendais à trouver la demeure d'une femme qui avait visité le monde et qui avait eu tout l'univers à choisir. Enfin, du haut d'un de ces rochers, mes yeux tombèrent sur une vallée plus profonde, plus large, bornée de toutes parts par des montagnes plus majestueuses, mais non moins stériles. Au milieu de cette vallée, comme la base d'une large tour, la montagne de Guillaume prenait naissance et s'arrondissait en bancs de roches circulaires qui, s'amincissant et s'approchant de leur cime, formaient enfin une esplanade de quelques centaines de toises de largeur et se couronnaient d'une belle, gracieuse et verte végétation. Un mur blanc, flanqué d'un kiosque à l'un de ses angles, entourait cette masse de verdure. C'était là le séjour de Lady Esther. Nous l'atteignîmes à midi. La maison n'est pas ce qu'on appelle ainsi en Europe, ce n'est pas même ce qu'on nomme maison en Orient. C'est un assemblage confus et bizarre de 10 ou 12 petites maisonnettes, ne contenant chacune qu'une ou deux chambres au rez-de-chaussée, sans fenêtres, et séparées les unes des autres par de petites cours ou petits jardins, assemblage tout à fait pareil à l'aspect de ces pauvres couvents qu'on rencontre en Italie ou en Espagne, sur les hautes montagnes, et appartenant à des ordres mendiants. Selon son habitude, Lady Stanhope n'est pas visible avant 3 ou 4 heures après-midi. On nous conduisit chacun dans une espèce de cellule étroite, sans jour et sans meubles. On nous servit à déjeuner, et nous nous jetâmes sur un divan en attendant le réveil de l'hôtesse invisible du romantique séjour. Je dormais. À 3 heures, on vint frapper à ma porte et m'annoncer qu'elle m'attendait. Je traversai une cour, un jardin, un kiosque à jour, à tenture de jasmin, puis 2 ou 3 corridors sombres, et je fus introduit par un petit enfant nègre de 6 à 8 ans dans le cabinet de Lady Esther. Une si profonde obscurité y régnait que j'eus peine à distinguer les traits nobles, graves, doux et majestueux de la figure blanche qui, en costume oriental, se leva du divan et s'avança en me tendant sa main. Lady Esther paraît avoir 50 ans. Elle a de ces traits que les années ne peuvent altérer. La fraîcheur, la couleur, la grâce s'en vont avec la jeunesse. Mais quand la beauté est dans la forme même, dans la pureté des lignes, dans la dignité, dans la majesté, dans la pensée d'un visage d'homme ou de femme, la beauté change aux différentes époques de la vie, mais elle ne passe pas. Telle est celle de Lady Stanhope. Elle avait sur la tête un turban blanc, sur le front une bandelette de laine couleur de pourpre et retombant de chaque côté de la tête jusque sur les épaules. Un long châle de cachemire jaune, une immense robe turque de soie blanche à manches flottantes enveloppait toute sa personne dans des plis simples et majestueux, et l'on apercevait seulement dans l'ouverture que laissait cette première tunique sur sa poitrine une seconde robe d'étoffe de Perse à 1000 fleurs qui montait jusqu'au col et s'y nouait par une agrafe de perles. Des bottines turques de maroquin jaune brodées en soie complétaient ce beau costume oriental qu'elle portait avec la liberté et la grâce d'une personne qui n'en a pas porté d'autre depuis sa jeunesse.
« Vous êtes venu de bien loin pour voir une ermite, me dit-elle. Soyez le bienvenu. Je reçois peu d'étrangers, 1 ou 2 à peine par année. Mais votre lettre m'a plu, et j'ai désiré connaître une personne qui aimait comme moi Dieu, la nature et la solitude. Quelque chose d'ailleurs me disait que nos étoiles étaient amies, et que nous nous conviendrions mutuellement. Je vois avec plaisir que mon pressentiment ne m'a pas trompé, et vos traits que je vois maintenant, et le seul bruit de vos pas pendant que vous traversiez le corridor, m'en ont assez appris sur vous pour que je ne me repente pas d'avoir voulu vous voir. Asseyons-nous et causons. Nous sommes déjà amis. » Un esclave noir entra alors et, se couchant devant elle, le front sur le tapis et les mains sur la tête, lui dit quelques mots en arabe. « Allez, me dit-elle, vous êtes servi. Dînez vite et revenez bientôt. Je vais m'occuper de vous et voir plus clair dans la confusion de mes idées sur votre personne et votre avenir. Moi, je ne mange jamais avec personne, je vis trop sobrement. Du pain, des fruits, à l'heure où le besoin se fait sentir, me suffisent. Je ne dois pas mettre un hôte à mon régime. » Je fus conduit sous un berceau de jasmin et de laurier rose, à la porte de ses jardins. Le couvert était mis pour M. de Parseval et pour moi. Nous dînâmes très vite, mais elle n'attendit même pas que nous fussions hors de table, et elle envoya Léonardi me dire qu'elle m'attendait. J'y courus. Je la trouvai fumant une longue pipe orientale. Elle m'en fit apporter une. J'étais déjà accoutumé à voir fumer les femmes les plus élégantes et les plus belles de l'Orient, colonne des lèvres d'une belle femme, et interrompant la conversation sans la refroidir. Nous causâmes longtemps, ainsi, et toujours sur le sujet favori, sur le thème unique et mystérieux de cette femme extraordinaire, magicienne moderne, rappelant tout à fait les magiciennes fameuses de l'Antiquité, Circé des déserts. Il me parut que les doctrines religieuses de Lady Esther étaient un mélange habile, quoique confus, des différentes religions au milieu desquelles elle s'est condamnée à vivre. Mystérieuse comme les druses dont seule peut-être au monde elle connaît le secret mystique. Résignée comme le musulman et fataliste comme lui. Avec le juif attendant le Messie, et avec le chrétien professant l'adoration du Christ et la pratique de sa charitable morale. Ajoutez à cela les couleurs fantastiques et les rêves surnaturels d'une imagination teinte d'Orient et échauffée par la solitude de la méditation, quelques révélations peut-être des astrologues arabes, et vous aurez l'idée de ce composé sublime et bizarre qu'il est plus commode d'appeler folie que d'analyser et de comprendre. Non, cette femme n'est point folle. La folie qui s'écrit en traits trop évidents dans les yeux n'est point écrite dans son beau et droit regard. La folie qui se trahit toujours dans la conversation dont elle interrompt toujours involontairement la chaîne par des écarts brusques, désordonnés et excentriques, ne s'aperçoit nullement dans la conversation élevée, mystique, nuageuse mais soutenue, liée, enchaînée et forte de Lady Esther. S'il me fallait prononcer, je dirais plutôt que c'est une folie volontaire, étudiée, qui se connaît soi-même et qui a ses raisons pour paraître folie. La puissante admiration que son génie a exercée et exerce encore sur les populations arabes qui entourent les montagnes prouve assez que cette prétendue folie n'est qu'un moyen. Aux hommes de cette terre de prodiges, à ces hommes des rochers et des déserts dont l'imagination est plus colorée et plus brumeuse que l'horizon de leur sable ou de leur mer, il faut la parole du Mahomet ou de Lady Stanhope. Il faut le commerce des astres, des prophéties, les miracles, la seconde vue du génie. Lady Stanhope l'a compris, d'abord par la haute portée de son intelligence vraiment supérieure, puis peut-être comme tous les êtres doués de puissantes facultés intellectuelles, a-t-elle fini par se séduire elle-même et par être la première néophyte du symbole qu'elle s'était créé pour les autres. Tel est l'effet que cette femme a produit sur moi. On ne peut la juger qu'à son point de vue. Je ne serais pas surpris qu'un jour prochain ne réalisât une partie de la destinée qu'elle se promet à elle-même. Un empire dans l'Arabie, ou un trône dans Jérusalem. La moindre commotion politique dans la région de l'Orient qu'elle habite pourrait la soulever jusque-là. Après avoir fumé plusieurs pipes, bu plusieurs tasses de café, que les esclaves nègres apportaient de quart d'heure en quart d'heure, « Venez, dit-elle, je vais vous conduire dans un sanctuaire où je ne laisse pénétrer aucun profane. C'est mon jardin. » Nous y descendîmes par quelques marches que je parcourus avec elle,
dans un véritable enchantement, un des plus beaux jardins turcs que j'ai encore vus en Orient. Des treilles sombres, dont les voûtes de verdure portaient, comme des milliers de lustres, les raisins étincelants de la terre promise. Des kiosques où les arabesques sculptées s'entrelaçaient aux jasmins et aux plantes grimpantes, lianes de l'Asie. Des bassins où une eau artificielle, il est vrai, venait d'une lieue de loin jaillir dans les jets d'eau de marbre. Des allées jalonnées de tous les arbres fruitiers de l'Angleterre, de l'Europe, de ces beaux climats. De vertes pelouses semées d'arbustes en fleurs et des compartiments de marbre entourant des gerbes de fleurs nouvelles pour nos yeux. Voilà ce jardin. Nous nous reposâmes tour à tour dans plusieurs des kiosques dont il est orné, et jamais la conversation intarissable de Lady Esther ne perdit le ton mystique et l'élévation de sujet qu'elle avait eu ce matin. Puisque la destinée, me dit-elle à la fin, vous a envoyé ici, et qu'une sympathie si étonnante entre nos astres me permet de vous confier ce que je cacherais à tant de profanes, je veux vous faire voir de vos yeux un prodige de la nature dont la destination n'est connue que de moi et de mes adeptes. Les prophéties de l'Orient l'avaient annoncé depuis bien des siècles, et vous allez juger vous-même si ces prophéties sont accomplies. Elle ouvrit une porte du jardin qui donnait sur une petite cour intérieure, où j'aperçus 2 magnifiques juments arabes de première race et d'une rare perfection de forme. « Approchez, dit-elle, et regardez cette jument baie. Voyez si la nature n'a pas accompli en elle tout ce qui est écrit sur la jument qui doit porter le Messie. Elle naîtra toute scellée. » Je vis en effet sur ce bel animal un jeu de la nature assez rare pour servir l'illusion d'une crédulité vulgaire chez les peuples à demi barbares. La jument avait, au défaut des épaules, une cavité si large et si profonde, et imitant si bien la forme d'une selle turque, qu'on pouvait dire avec vérité qu'elle était née toute scellée, et aux étriers près. On pouvait en effet la monter sans éprouver le besoin d'une selle artificielle. Cette jument, magnifique du reste, semblait accoutumée à l'admiration et au respect que Lady Stanhope et ses esclaves lui témoignent, et pressentir la destinée de sa future mission. Jamais personne ne l'a montée, et 2 palefreniers arabes la soignent et la surveillent constamment, sans la perdre un seul instant de vue. Une autre jument blanche, et à mon avis infiniment plus belle, partage avec la jument du Messie le respect et les soins de Lady Stanhope. Nul ne l'a montée non plus. Lady Esther ne me dit pas, mais me laissa entendre que, quoique la destinée de la jument blanche fût moins sainte, elle en avait une cependant mystérieuse et importante aussi. Et je crus comprendre que Lady Stanhope la réservait pour la monter elle-même le jour où elle ferait son entrée à côté du Messie, dans la Jérusalem reconquise. Après avoir fait promener quelque temps ces 2 bêtes sur une pelouse hors de l'enceinte de la forteresse, et joui de la souplesse et de la grâce de ces superbes animaux, nous rentrâmes, et je renouvelai à Lady Esther mes instances pour qu'elle me permît enfin de lui présenter M. de Parseval, mon ami et mon compagnon de voyage, qui m'avait suivi malgré moi chez elle, et qui attendait vainement depuis le matin une faveur dont elle est si avare. Elle y consentit enfin, et nous rentrâmes tous 3 pour passer la soirée ou la nuit dans le petit salon que j'ai déjà dépeint. Le café et les pipes reparurent avec la profusion orientale, et le salon fut bientôt rempli d'un tel nuage de fumée que la figure de Lady Stanhope ne nous apparaissait plus qu'à travers une atmosphère semblable à l'atmosphère magique des évocations. Elle causa avec la même force, la même grâce, la même abondance, mais infiniment moins de surnaturel, sur des sujets moins sacrés pour elle, qu'elle ne l'avait fait avec moi seul dans le cours de la journée. Passant à des sujets moins graves et plaisantant sur l'espèce de divination qui lui faisait comprendre un homme tout entier au premier regard et à la seule inspection de son étoile, je mis sa sagesse à l'épreuve et l'interrogeai sur 2 ou 3 voyageurs de ma connaissance qui, depuis 15 ans, étaient venus passer sous ses yeux. Je fus frappé de la parfaite justesse de son coup d'œil sur 2 de ces hommes. Elle analysa, entre autres avec une prodigieuse perspicacité et d'intelligence, le caractère de l'un d'eux, qui m'était parfaitement connu à moi-même. Caractère difficile à comprendre à première vue, grand, mais voilé sous les apparences de bonhomie les plus simples et les plus séduisantes. Et ce qui mit le comble à mon étonnement, et me fit admirer le plus la mémoire inflexible de cette femme, c'est que ce voyageur n'avait passé que 2 heures chez elle, et que 16 années s'étaient écoulées entre la visite de cet homme,
et le compte que je lui demandais de ses impressions sur lui. La solitude concentre et fortifie toutes les facultés de l'âme. Les prophètes, les saints, les grands hommes et les poètes l'ont merveilleusement compris. Et leur nature leur fait chercher à tous le désert ou l'isolement parmi les hommes. La nuit s'écoula ainsi à parcourir librement et sans affectation de la part de Lady Esther tous les sujets qu'un mot amène et emporte dans une conversation à tout hasard. Je sentais qu'aucune corde ne manquait à cette haute et ferme intelligence, et que toutes les touches du clavier rendaient un son juste, fort et plein, excepté peut-être la corde métaphysique, que trop de tension et de solitude avaient faussé ou élevé à un diapason trop haut pour l'intelligence mortelle. Nous nous séparâmes avec un regret sincère de ma part, avec un regret obligeant témoigné de la sienne. « Point d'adieu, me dit-elle, nous nous reverrons souvent dans ce voyage, et plus souvent encore dans d'autres voyages que vous ne projetez pas même encore. Allez vous reposer, et souvenez-vous que vous laissez une amie dans les solitudes du Liban. » Elle me tendit la main, je portai la mienne sur mon cœur, à la manière des Arabes, et nous sortîmes. Alphonse de Lamartine.